Avant de commencer cette histoire troublante, prends une seconde pour t'abonner à cette chaîne. Ici, nous plongeons au cœur des affaires non résolues, des confessions qui surgissent du passé et des vérités qui dérangent. Active la cloche, car certaines révélations n'apparaissent qu'une seule fois et disparaissent à jamais. On l'a appelé « Le massacre des nonnes à Paris ». Un titre qui, pendant 15 ans, a glacé le sang de toute personne qui osait en parler. Il ne s'agissait pas d'une rumeur urbaine, ni d'un conte inventé pour faire peur aux enfants, mais d'un dossier si sombre que même les enquêteurs les plus aguerris évitaient de prononcer son nom. Tout commence le 12 avril 2009, dans un ancien couvent situé à l'orée du quartier latin, non loin de la Seine. Le lieu était connu pour son silence sacré, ses pierres blondes, et la douceur avec laquelle les sœurs accueillaient les sans-abri du quartier. Le couvent Sainte-Brigitte comptait alors 9 religieuses. Elles vivaient simplement, dans la prière, la charité et la discrétion la plus absolue. Rien ne laissait présager que ce lieu de paix deviendrait l'un des plus grands mystères criminels de la capitale. Ce soir-là, à 23h47, une voisine appela la police. Elle affirma avoir entendu un cri qui n'était pas humain, suivi d'un fracas métallique, comme si quelque chose avait été renversé violemment. Les agents du commissariat du 5 arrondissement arrivèrent 12 minutes plus tard. Ils s'attendaient à un incident mineur, peut-être une chute, un malaise, un accident domestique. Ils n'étaient pas prêts pour ce qu'ils allaient découvrir. La porte principale du couvent était entr'ouverte. Un détail extrêmement inhabituel, car les sœurs verrouillaient toujours les lieux à 21h. Le hall était plongé dans une semi-obscurité. Une légère odeur d'encens flottait encore dans l'air, comme un parfum figé dans le temps. Le père Morel, curé de la paroisse voisine et ami des religieuses, fut le premier à accourir après les forces de l'ordre. Il se souvient encore de la sensation glaciale qui l'a envahi lorsqu'il franchit le seuil. Ce silence m'a frappé. Ce n'était pas le silence du recueillement, c'était quelque chose de lourd. Comme si les murs retenaient leur respiration. Les policiers commencèrent à explorer les couloirs sombres, lampe torche en main. À ce moment-là, personne ne comprenait encore que le couvent était devenu une scène de crime. Mais un détail attira très vite leur attention. Aucune sœur ne répondait aux appels. Pas un pas, pas un souffle, pas un murmure. Comme si les 9 femmes s'étaient volatilisées. Les policiers progressèrent lentement dans le couvent, séparés en 2 équipes. Les couloirs étroits semblaient absorber la lumière de leurs lampes torchées. Chaque pas résonnait avec un écho étrange, comme si les murs renvoyaient les sons légèrement déformés. Au fond du couloir principal, la porte menant à la chapelle se trouvait entr'ouverte. Une lueur vacillait à l'intérieur, la flamme d'un cierge, encore allumée. Le brigadier Lefebvre poussa doucement la porte. La chapelle apparut, baignée d'une pénombre presque irréelle. Sur l'autel, 9 chaises étaient alignées, parfaitement droites. Sur chacune d'elles reposait un voile noir, soigneusement plié. Un frisson parcourut l'échine des agents. Elles n'auraient jamais laissé leur voile ainsi, murmura le père Morel, la voix brisée. Jamais. La scène avait quelque chose de théâtral, presque ritualisé. Comme si quelqu'un avait voulu mettre en scène un message. Mais ce n'était que le début. En inspectant la sacristie attenante, l'un des policiers découvrit des carnets de prière ouverts, abandonnés sur une table, la dernière phrase écrite à la main s'arrêtant brusquement. L'encre, à certains endroits, semblait à peine sèche. Les sœurs avaient été interrompues. Brutalement. Dans la cuisine, une bouilloire chaude encore posée sur le réchaud témoignait que quelques minutes avant les faits, elle préparait simplement une tisane du soir. Une tasse brisée au sol, comme tombée de la main de quelqu'un surpris, racontait un instant figé, un moment où la routine sereine avait basculé dans l'incompréhensible. Mais un élément glaça définitivement les enquêteurs. Dans un petit bureau, près de l'entrée, le jeune agent Colin ouvrit le registre du couvent. C'était un cahier où les sœurs notaient chaque visite, livraison ou entretien. La dernière ligne, écrite ce même soir à 22h16, indiquait « Visiteur homme. A demandé à parler à sœur Angèle. » Aucune signature. Aucun nom. Rien d'autre. Le père Morel confirma que très peu de personnes extérieures avaient accès au couvent, et encore moins à cette heure tardive. Ce visiteur était donc le dernier à avoir vu les religieuses vivantes. L'angoisse monta d'un cran lorsque l'équipe du capitaine Mercier fit une découverte dans le jardin intérieur, derrière la chapelle. Le portail qui donnait sur la rue latérale avait été forcé de l'intérieur. Des traces au sol indiquaient des déplacements précipités, comme si quelqu'un ou plusieurs personnes avaient quitté les lieux en urgence. Mais alors, si quelqu'un était sorti par cette porte, où étaient les sœurs? Aucune trace d'elles. Pas de lutte visible. Pas de témoins oculaires. Juste une disparition totale, orchestrée avec une précision glaçante. La police lança immédiatement un périmètre de sécurité autour du couvent.
Les voisins furent interrogés. Une femme du 3e étage, face au jardin, déclara avoir entendu un chant religieux étouffé vers 23 heures, un chœur de voix féminine, puis un arrêt brusque, comme si quelqu'un avait coupé l'air. Ce détail devint l'un des éléments les plus mystérieux de toute l'affaire. Lorsque l'horloge du clocher sonna minuit, le couvent Sainte-Brigitte n'était plus un sanctuaire. Il était devenu une énigme, une scène figée où le sacré semblait s'être mélangé au sinistre. Et personne, cette nuit-là, ne pouvait imaginer que cette affaire resterait irrésolue pendant les 15 années suivantes, jusqu'à une confession qui ferait trembler la France. Dès l'aube du 13 avril 2009, l'affaire explosa dans les médias. Les journalistes, tenus initialement à distance par la police, finirent par apprendre qu'un événement grave et incompréhensible avait eu lieu dans un couvent du 5 arrondissement. Très vite, les rumeurs s'enflammèrent. 9 nonnes portées disparues titraient déjà un site d'information en ligne avant même que la police ne confirme les faits. Les chaînes de télévision installèrent leurs caméras devant le portail du couvent Sainte-Brigitte, et les passants s'arrêtaient, chuchotant avec effroi. Le capitaine Mercier, chargé de l'enquête, tenta de calmer la tempête médiatique. Lors d'un bref point de presse, il déclara « Il est trop tôt pour tirer des conclusions. Nous investiguons toutes les pistes. Nous demandons au public de ne pas céder à la panique. » Mais la panique était déjà là. L'idée qu'un lieu religieux, perçu comme inviolable, ait été touché par un événement aussi obscur, frappa la population en plein cœur. Dans les églises, des fidèles allumaient des cierges pour les sœurs disparues. Dans les cafés, on s'interrogeait. Un acte de haine anti-religieuse? Un rituel? Un psychopathe? Le mot tueur en série commençait à circuler, même si aucune preuve ne l'établissait encore. Au commissariat, la salle réservée à l'enquête spéciale se remplissait de dossiers, de plans du couvent, de photos floues, de relevés d'empreintes, d'analyses manuscrites. Mais très vite, un fait déroutant se confirma. Aucune empreinte étrangère identifiable n'avait été retrouvée. Comme si la personne ou les personnes ayant opéré cette nuit-là avaient tout anticipé. Le mystérieux visiteur noté dans le registre devint la priorité numéro 1. Les enquêteurs interrogèrent tous les noms liés au couvent, fournisseurs, bénévoles, donateurs, paroissiens. Aucun ne correspondait. On découvrit pourtant quelque chose d'étrange en réexaminant le registre. L'écriture de l'entrée 22h16, visiteur homme était trop soignée, très élégante, presque calligraphiée. Une écriture inhabituelle pour quelqu'un se présentant à une heure tardive dans un couvent. Sœur Angèle, la personne qu'il souhaitait rencontrer, était la religieuse la plus jeune du groupe. Elle avait 32 ans, un sourire doux et était connue pour son engagement auprès des sans-abri. Pourquoi elle? Personne ne semblait le savoir. Dans les jours qui suivirent, des signalements surgirent partout dans Paris. Des gens affirmaient avoir aperçu des femmes habillées en noir marchant la nuit, des chants religieux près des quais, ou une silhouette de nonne se reflétant dans une vitrine. La plupart se révélèrent infondés, fruits de la psychose collective. Mais un témoignage attira particulièrement l'attention. Un chauffeur de taxi déclara avoir conduit, la nuit du 12 avril, un homme d'une quarantaine d'années, vêtu d'un long manteau sombre, qui portait un sac de cuir ancien. L'homme avait demandé à être déposé près du vieux couvent, celui qui touche les âmes. Le chauffeur se souvenait d'une phrase que le client avait murmurée, presque pour lui-même. « Elles doivent être prêtes. Le silence les attend. » Ce détail troubla profondément les enquêteurs. Le chauffeur réussit à fournir une description approximative, mais rien de suffisamment précis pour identifier l'individu. Malgré les efforts intensifs, aucune avancée concrète ne fut réalisée. Les jours devinrent des semaines. Les semaines devinrent des mois. Et, lentement, l'affaire sombra dans le froid des archives, classée comme l'un des mystères criminels les plus perturbants de France. Personne ne savait alors que la vérité ne resterait pas enterrée pour toujours. Et que 15 ans plus tard, un homme agonisant prononcerait une confession capable de réveiller les fantômes de cette nuit-là. Les années qui suivirent furent marquées par une décomposition lente de tout ce que l'affaire avait touché. Ce n'était plus seulement un dossier criminel, c'était devenu une abîme dans lequel ceux qui s'en approchaient trop finissaient par tomber. Le capitaine Mercier, autrefois respecté pour son sang-froid, se mit à changer. À mesure que les mois passaient sans réponse, ses nuits se peuplaient de cauchemars où il entendait des pagnes résonner sur le carrelage du couvent, des chuchotements de prières récités à l'envers, et des ombres de silhouettes voilaient l'observant depuis l'embrasure des portes. Il revenait au couvent seul, tard le soir, malgré l'interdiction. Il restait immobile dans la chapelle, persuadé que quelque chose ou quelqu'un y était encore. Certains collègues le surprirent parlant doucement dans le vide, comme s'il interrogeait des témoins invisibles. La hiérarchie finit par le pousser à prendre un congé. Lui refusa, puis démissionna. Lui comme d'autres, fut dévoré par cette énigme. Dans Paris, l'affaire continua de hanter l'imaginaire collectif.
Les écoles catholiques reçurent des menaces anonymes. Des couvents fermèrent temporairement. Certaines religieuses changèrent de tenue pour ne plus attirer l'attention. Le choc social fut plus profond qu'on ne l'admit officiellement. Une rumeur persistante circulait dans certains cercles religieux. On ne parle pas du couvent Sainte-Brigitte. Ce n'était pas un crime ordinaire. Pendant ce temps, le dossier, lui, vieillissait. Nouvelles technologies, nouveaux analystes, nouvelles méthodes d'investigation, rien n'y faisait. En 2017, un jeune inspecteur ambitieux, Adrien Delatour, reprit l'affaire, la considérant comme un défi personnel. Il avait une réputation d'esprit brillant, une capacité à repérer ce que les autres rataient. Il découvrit un détail jamais relevé en 15 ans. En comparant les écritures du registre du couvent avec divers documents administratifs, il constata que l'écriture du mystérieux visiteur correspondait presque à celle d'un ancien prêtre défroqué, le père Éloi Dumas, interdit de ministère en 1996 pour comportement inapproprié et obsession mystique envers certaines religieuses. Mais Dumas était mort en 2012. Du moins, c'est ce que disaient les archives officielles. Delatour, lui, n'y crut pas. Il fouilla, contacta des anciens paroissiens, chercha des traces, fit exhumar des dossiers poussiéreux. Il finit par trouver un rapport d'autopsie, sans signature du médecin légiste. Comme si quelqu'un avait voulu effacer soigneusement la chaîne de vérification. Delatour devint obsédé à son tour. Il abandonna sa vie familiale, s'isola, dormait parfois sur son bureau. Il écrivait sur un tableau noir, en lettres blanches nerveuses. Il manque une nonne. Car oui, c'est lui qui découvrit que le registre du couvent faisait référence à 10 sœurs en février 2009. Pourquoi n'y en avait-il que 9 dans le dossier officiel? Qui était ladie? Et pourquoi son nom avait-il été effacé partout? Puis, brusquement, en janvier 2024, une information fit vaciller tout le bâtiment fragile de ce mystère. Un homme âgé de 68 ans, hospitalisé à l'hôpital Sainte-Anne, souffrant d'une insuffisance cardiaque en phase terminale, demanda à parler à un prêtre. Son identité, Éloi Dumas. Bien vivant. Ou plutôt, bien survivant, car son état physique témoignait de longues années de fuite, de clandestinité et probablement de folie. Ce fut une infirmière, nommée Héloïse Garin, qui entendit les premiers fragments de confession avant même que le prêtre n'arrive. Elle n'était pas censée écouter. Mais les mots sortirent de la bouche de l'homme avec une clarté qui la paralysa. Il disait, d'une voix rauque, comme rongée de pierre. « Elles ont chanté pour moi, jusqu'au silence. Je n'ai pas pu empêcher le silence. Le silence devait venir. » Héloïse pensa qu'il délirait. Puis il tourna lentement la tête vers elle, ses yeux creusés par des nuits sans sommeil, et ajouta. Il en manquait une. Personne ne la cherchait. C'est là que le péché a commencé. Héloïse, bouleversée, alerta l'aumônier. Et en moins d'une heure, la nouvelle arriva aux oreilles du ministère public. L'homme qui venait de prononcer ces mots était le principal suspect d'une affaire criminelle non résolue depuis 15 ans. Le couloir de l'hôpital devint un champ de tension électrique. Des policiers en civil arrivèrent. Un procureur fut réveillé en pleine nuit. Le nom Sainte-Brigitte ressurgit comme un spectre que tout le monde espérait ne jamais revoir. La chambre 307 de l'hôpital Sainte-Anne devint, cette nuit-là, un théâtre étouffant. 3 policiers en civil, un aumônier, un médecin, et l'infirmière Héloïse Garin se tenaient autour du lit. L'air semblait plus lourd qu'ailleurs, comme si la pièce retenait son souffle. Éloi Dumas, amaigri, les yeux enfoncés, les joues creusées, ressemblait à un homme rongé de l'intérieur par quelque chose de plus corrosif que la maladie. Il fixait le plafond, immobile, les lèvres entr'ouvertes, comme si des mots tentaient de s'en échapper, mais hésitaient encore à se montrer. Le capitaine adjoint Desmarais prit la parole, calmement. « Monsieur Dumas, nous sommes là parce que vous avez mentionné un événement lié au couvent Sainte-Brigitte, en avril 2009. Nous vous écoutons. Toute information que vous pourrez nous donner. » Dumas tourna lentement la tête. Ses yeux semblaient voir au-delà des murs, au-delà des gens, comme s'il observait quelque chose qu'eux ne pouvaient percevoir. D'une voix presque enfantine, il murmura. « Vous arrivez 15 ans trop tard. » L'aumônier, un homme bienveillant nommé frère Mathieu, s'approcha, tenant un petit crucifix dans sa main droite. « Éloi, Dieu t'écoute. Dis-nous ce que tu portes en toi depuis tant d'années. » Le vieil homme eut un rire bref, brisé, presque sec. « Ce n'est pas Dieu qui m'a suivi. C'est elle. » Un frisson palpable parcourut ce présent. Personne n'osa poser immédiatement la question. L'infirmière Héloïse sentit ses mains trembler, sans qu'elle parvienne à contrôler son corps. Lorsque Desmarais tenta de recentrer Dumas sur les faits, celui-ci eut un moment de lucidité glaciale, comme si un voile venait de se lever. Il inspira difficilement, puis parla, par fragments,
d'une manière qui obligeait chacun à reconstruire mentalement ce qu'il ne disait pas explicitement. Je suis allé au couvent ce soir-là. Elle savait que je viendrais. Pas toutes, mais une, oui. Sœur. Angèle. Il prononça son nom avec une tendresse dangereuse, presque intime. Le regard de l'aumônier changea, il comprit instantanément qu'il y avait, en effet, une obsession ancienne, malsaine, dans le passé de cet homme. Dumas poursuivit. Elle parlait avec une lumière en elle. Les autres ne comprenaient pas. Moi, je voulais la sauver du bruit du monde. Je devais apporter le silence. Un silence pesant tomba précisément après ces mots. Il semblait presque vivant. Comme si le terme avait un sens autre, différent de ce que tous comprenaient habituellement. Desmarais tenta d'obtenir une confession claire. Vous êtes en train d'admettre être responsable de la disparition de 9 sœurs? Les yeux de Dumas devinrent vitreux, mais sa voix resta étrangement posée. 9. Non. 9, c'est ce que vous croyez. Il y en avait 10. Héloïse, l'infirmière, sentit son estomac se nouer. Elle avait entendu cette phrase déjà, juste avant que tout ceci ne commence. Le médecin échangea un regard inquiet avec Desmarais. Dumas continua, plus lentement, comme s'il voulait que chaque mot s'imprime dans la peau des gens présents. Elles se sont offertes au silence. Une par une. Pas avec violence, non. Avec consentement. Sauf une. Le nom dit dans ce sauf une était suffocant. L'aumônier se signa, instinctivement. Héloïse recula d'un pas. Desmarais resserra la mâchoire. Qu'est-ce que vous leur avez fait? Dumas ferma les yeux, comme si la question le fatiguait. Je n'ai rien fait. Je n'ai été qu'un instrument. On ne lutte pas contre ce qui est écrit. Puis, il tourna la tête vers Héloïse, fixant l'infirmière avec une intensité déstabilisante, comme s'il la reconnaissait soudain ou comme s'il lui attribuait un rôle qu'elle n'avait jamais joué. Vous savez ce que j'ai appris? Le silence ne se termine jamais. Il se transmet. Héloïse sentit un froid monter le long de son dos, comme si la pièce était devenue soudain plus sombre. Elle voulut répondre, mais aucun son ne sortit. À cet instant précis, le rythme cardiaque de Dumas s'emballa sur le moniteur. Un bip rapide, saccadé, agressif. Le médecin s'approcha pour intervenir, mais Dumas retint son poignet avec une force surprenante pour un mourant. Ses doigts osseux s'enfoncèrent dans la peau du médecin. « Je ne partirai pas tant qu'elle ne sera pas revenue. Tant que vous ne l'aurez pas trouvée. » Qui? Lança Desmarais. Les yeux de Dumas s'ouvrirent en grand, dévoilant une terreur brute, animale, presque inhumaine. La 10e. Puis, comme si tous les muscles de son corps avaient été sectionnés d'un coup, il lâcha prise. Sa poitrine se souleva une dernière fois, puis retomba. Le moniteur passa au son continu. Une mort sans cri. Sans dernier mot. Juste, ce silence. Le silence dont il avait tant parlé. La mort d'Éloi Dumas aurait pu apporter un soulagement. Un sentiment de clôture. La fin d'un cauchemar. Mais ce fut exactement l'inverse. Lorsque le moniteur cessa d'émettre son signal rythmique, personne ne bougea dans la chambre 307. Tous restèrent figés, comme si le silence lui-même avait verrouillé leurs muscles. Ce ne fut pas un silence neutre, c'était un silence chargé, presque hostile. Un silence qui semblait s'être posé sur eux comme une main froide. L'infirmière Héloïse fut la première à sortir de la pièce. Elle marcha jusqu'au couloir, posa son front contre le mur blanc et tenta de respirer. Mais l'air lui manquait. Elle avait l'impression que quelque chose, une idée, une présence, un mot s'était glissé en elle pendant cette confession, et refusait d'en sortir. Dans la chambre, l'aumônier Mathieu resta au pied du lit, les yeux fermés, récitant doucement une prière. Mais plus tard, il admit que les mots de Dumas résonnaient plus fort que la prière elle-même. Il se transmet. Ces 3 mots devinrent une fissure dans l'esprit de ceux qui avaient assisté à la scène. Le procureur ordonna une analyse complète du corps de Dumas et la saisie de tous ses effets personnels. Un carnet fut trouvé dans son sac, un objet usé, attaché avec une ficelle et taché d'humidité. Sur la couverture, à l'encre brune, était écrit « Chronique du silence ». Il fut immédiatement placé sous scellé. Personne n'eut le droit de l'ouvrir sans mandat et supervision. Mais l'interdit ne fit qu'amplifier la curiosité. 2 jours plus tard, une réunion d'urgence se tint dans les sous-sols de la préfecture. Une salle sans fenêtre, néon trop blanc, murs nus. Au centre, le dossier Sainte-Brigitte, qui n'avait pas été ouvert depuis 2017, fut remis sur la table. Le capitaine adjoint Desmarais, l'inspecteur Delatour, l'obsédé de l'affaire, et 2 analystes criminels spécialisés en crimes religieux furent présents. Delatour, les yeux rouges de fatigue, prit la parole d'une voix sèche. « Je vous l'avais dit. Dumas n'est pas mort en 2012.
On a couvert sa disparition. Et on a effacé quelqu'un du dossier. Une analyste l'interrompit. La 10e? Delatour hocha la tête. Il n'y avait pas 9 sœurs. Il y en avait 10. Une novice, arrivée quelques mois avant. Pas encore officiellement sœur, mais intégrée à la vie du couvent. Son nom a été retiré de tous les registres. Pas rayé. Arraché. Comme si elle n'avait jamais existé. Desmarais fronça les sourcils. Pourquoi l'effacer? Delatour répondit. Parce qu'elle était la clé. Soit la première cible, soit l'exception dans ce que Dumas a appelé le silence. L'analyste en crime religieux demanda. Et selon Dumas, ce serait elle qui manque? Celle qui n'a pas accepté? Delatour resta silencieux un moment, puis dit. S'il dit vrai, cela signifie qu'elle est peut-être vivante. Un frisson parcourut la salle. Vivante. Après 15 ans. Improbable. Mais si c'était vrai, alors la vérité ne serait pas seulement une affaire de meurtre. Ce serait une affaire de survivance et de ce qu'elle avait vu. Pendant ce temps, à l'hôpital, Héloïse, l'infirmière, était incapable de reprendre une vie normale. Elle entendait encore la voix de Dumas, comme si les mots restaient collés à l'air autour d'elle. La nuit, elle se réveillait en sursaut, persuadée d'entendre un chant faible, lointain, à travers le mur. Une sorte de prière, sans mots. Juste des murmures, rythmiques, circulaires. Elle tenta de rationaliser. Stress. Choc. Traumatisme secondaire. Mais la 3e nuit, alors qu'elle traversait un couloir sombre de l'hôpital pour rejoindre les vestiaires, elle s'arrêta net. Au bout du couloir, près de la fenêtre donnant sur la cour intérieure, elle distingua une silhouette. Fine. Immobile. Portant un voile noir. Héloïse cligna des yeux. La silhouette avait disparu. Elle ne parla à personne de ce qu'elle avait vu. Mais elle comprit quelque chose de terrible. Elle n'avait pas quitté le silence. Le silence l'avait suivie. Dans les jours qui suivirent, un élément inattendu relança brutalement l'affaire. Une photo. Envoyée anonymement par courrier, à la préfecture, dans une enveloppe sans expéditeur. Aucune lettre. Aucun mot. La photo représentait l'intérieur du couvent Sainte-Brigitte, mais pas tel qu'il avait été trouvé par la police. On y voyait les 9 chaises alignées dans la chapelle, occupées. 9 silhouettes voilées, assises, la tête légèrement inclinée vers l'avant. L'image était sombre, granuleuse, mais récente. Car au fond, derrière les silhouettes, on apercevait un détail anachronique. Un panneau de travaux, installé en 2023. Quelqu'un était retournado à au couvent. Alguém po nov figura santadala. Ce faux humain en snasao, alguém kika policiavis. A photo tina huma data impressa no canto inferior. 11 janvier 2024. La nuit précédant la confession de Dumas. Lorsque la photo fut projetée sur l'écran de la salle d'analyse criminelle, personne ne parla durant les premières secondes. On sentait un froid presque physique traverser la pièce, comme si l'image transportait avec elle une part du lieu. 9 silhouettes. 9 voiles noirs. 9 têtes inclinées avec la même inclinaison parfaite. Pas un mouvement. Pas un flou de gestes. Comme si elles n'étaient pas vivantes. Ou pire, comme si elles attendaient. Le capitaine Desmarais brisa enfin le silence. Si c'est une mise en scène, la personne qui a pris ça connaît les détails que seuls les enquêteurs savaient. Delatour approcha du projecteur et montra du doigt le dernier siège, à droite. Regardez. Là. Il zooma. Là où la 10e chaise aurait dû se trouver, celle qui, selon l'analyse de l'affaire, avait disparu avant l'arrivée de la police en 2009, il n'y avait rien. Pas de chaise. Pas d'espace vide. Juste un mur. Comme si elle n'avait jamais existé. Ils ont recréé la scène, mais sans la 10e. Dit Delatour. Sa voix tremblait légèrement, malgré ses efforts pour masquer. L'analyste religieuse murmura. Ou, c'est la scène originale. Celle avant que quelqu'un ne retire la 10e. Un vertige traversa la salle. Car cela signifiait une chose effrayante. La photo ne montrait peut-être pas une reproduction, mais une mémoire. Un fragment figé dans le temps ou réactivé. La décision fut prise, retourner au couvent Sainte-Brigitte. Pas pour une inspection symbolique, mais pour une fouille totale, cette fois sans restriction. 6 agents, Delatour, un expert en scène religieuse et un médecin légiste furent envoyés. Le couvent, fermé depuis plus d'une décennie, avait sido interdit d'accès après 2017 devido a risco estrutural contaminação biologica. Mais todos sabiam que isso era apenas para afastar curioso. A verdadeira razão nunca fora registrada no relatorio officier.
À mesure que la camionnette avançava dans les ruelles étroites qui menaient au couvent, l'atmosphère se densifiait. Le quartier semblait figé dans un état entre l'abandon et le sommeil inquiet. Aucun oiseau. Pas de passant. Même le vent semblait retenir son souffle. Le portail en fer forgé du couvent apparut. Rouillé. Béant. Comme si quelqu'un l'avait ouvert récemment. L'équipe entra. Le couvent semblait plus petit qu'en photo, mais plus étouffant en réalité. Les murs, autrefois d'un beige clair, semblaient suintés d'humidité. Chaque pas produisait un écho sourd, comme si les couloirs avalaient le bruit au lieu de le renvoyer. Ils avancèrent vers la chapelle, le cœur de l'affaire, le lieu du massacre. Delatour marcha en tête. Il avait étudié chaque centimètre de cet endroit à travers les photos de 2009, mais être physiquement là produisait un impact viscéral. Sa respiration devint courte. Son cerveau oscillait entre mémoire et présence. La porte de la chapelle était entr'ouverte. Une odeur légère, douce amère, s'en échappait. Un parfum qui mélangeait cire ancienne et quelque chose d'autre. Quelque chose d'organique. Delatour poussa la porte. Les lampes torchées balayèrent la salle. Et ils les virent. Les 9 chaises. Occupées. Exactement comme sur la photo. 9 silhouettes voilées, immobiles, alignées, la tête inclinée à l'identique. Un agent fit un pas en arrière. Putain, c'est pas possible. Le médecin légiste s'approcha lentement de la première silhouette. Il leva le voile du bout de ses gants, prêt à découvrir un cadavre ou un mannequin. Sous le tissu. Rien qu'un coussin de paille. Tous les corps étaient factices. Une mise en scène. Mais une mise en scène conçue avec une précision troublante, chaque voile imprégné d'odeur d'encens, chaque position de tête calculée au millimètre. Ce n'était pas l'œuvre d'un amateur cherchant à choquer. C'était un rituel. Mais quelque chose clochait. Le légiste remarqua une marque au sol, sous l'implantation des chaises. Un cercle légèrement plus sombre, comme une trace d'humidité ancienne. Il passa son gant dessus. Le sol était sec. Pourtant, la marque semblait fraîche. Un détail de plus glaça le sang de l'équipe. Les 9 silhouettes étaient là. Mais maintenant, il y avait un espace. Un espace suffisant pour une 10e chaise. L'emplacement de la 10e manquante. Sauf qu'au lieu d'une chaise, ils trouvèrent une corde soigneusement enroulée. Et sous elle, un morceau de parchemin jauni, avec 4 mots écrits à l'encre noire. Elle n'a jamais parlé. Delatour sentit son cœur se contracter. La 10e, la novice, ne s'était pas suicidée. Ne s'était pas tuée. N'avait pas quitté. Elle avait refusé. Refusé quoi? Lui. Le silence. Le pacte. La transmission. Et s'il fallait croire Dumas, c'était elle qui avait brisé le cycle. Ou pire, c'était elle que le cycle cherchait encore. À ce moment précis, un bruit se fit entendre à l'arrière de la chapelle. Un petit son sec, comme du bois qu'on écrase sous un pas. Les lampes torchées pivotèrent. Qui est là? Cria Desmarais. Aucun mot. Simplement l'écho de sa voix. Puis un second bruit. Plus clair. Plus proche. Pas un animal. Un pied humain. Sur le mur du fond, entre 2 cierges poussiéreux, ils virent une inscription, écrite au charbon, récente. Vous êtes revenu. Et juste en dessous, une signature, ou plutôt un nom. Agathe. Le nom de la 10e. L'apparition du nom Agathe gela tous les membres de l'équipe. Pendant 15 ans, ce prénom n'avait jamais été prononcé dans un rapport, jamais écrit, jamais évoqué dans les médias. Il avait été arraché de l'histoire, comme si quelqu'un voulait effacer jusqu'à son existence. Mais là, dans cette chapelle qui sentait la cire morte et la poussière sacrée, ce nom revenait, écrit à la main, au charbon, sur un mur qui n'avait pas été touché depuis la fermeture officielle du couvent. Delatour s'approcha lentement de l'inscription. Sa lampe tremblait légèrement, malgré sa tentative de garder une posture professionnelle. Ce nom était dans les premières versions du dossier, avant qu'il ne disparaisse. Murmura-t-il. Desmarais murmura, les épaules tendues. Donc quelqu'un connaît l'histoire complète. Plus complète que la nôtre.